Bonjour, nous allons attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. J'espère que vous êtes là, que vous n'avez pas de soucis pour voir et entendre cette webconf. Bon, on me fait signe que tout va bien. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver par ce congrès virtuel. C'est une idée que nous avons eue suite à la pandémie qui nous a un petit peu imposé ce format parce que les salons, évidemment, n'étaient plus possibles et que nous avions envie de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir communiquer avec vous. Et vu le nombre d'inscrits, nous avons bien fait et nous sommes contents de pouvoir vous retrouver et de vous retrouver aussi nombreux. Donc, comme vous êtes très nombreux, nous avons dû couper les micros pour ne pas être trop sollicités par vos questions, mais vous avez la possibilité par l'onglet questions de pouvoir poser vos questions à tout moment par écrit et nous avons une demi-heure en fin de webconf pour que je puisse y répondre et que nous puissions échanger ensemble. Soraya, tu penses qu'on peut y aller? Allez. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, cette première webconférence va vous parler de la place de l'IDEL dans le suivi psychiatrique d'un patient, car nous savons que vous êtes nombreuses à avoir des patients suivis pour des troubles psychiatriques et auprès de qui vous vous rendez à domicile pour la distribution médicamenteuse, mais pas uniquement, puisque votre apport est très intéressant et très important pour l'observation clinique de ces patients. Je vais d'abord commencer par me présenter, si vous le permettez. Donc, moi, je suis Nadège Martin, je suis conceptrice multimédia chez Santé Pharma Pro, mais je suis aussi cadre formatrice. J'ai exercé pendant 3 ans dans un institut de formation en soins infirmiers où je dispensais notamment les enseignements sur les processus psychopathologiques parce que mon parcours antérieur d'infirmière m'a amené à travailler en psychiatrie, en hospitalisation adulte, mais aussi en psychiatrie infanto-juvénile, dans des suivis ambulatoires et en hôpital de jour. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi les IDEL sont suffisamment sollicités, sont beaucoup sollicités. Pardon, Soraya qui est me fait des signes pour me dire que je n'ai pas déplacé je n'ai pas bougé la diapo, ça vient tout de suite. Je suis bien plus à l'aise avec la psychiatrie qu'avec l'outil numérique, hein, je tiens à vous le dire. Je vous prie de m'en excuser par avance. J'essaye de... Ça vient. Nous avons un super PowerPoint. Le but pour moi est de pouvoir vous le diffuser. Coucou Soraya. Bonjour. Merci Soraya. Donc voilà, je me suis présentée à vous. Merci Soraya. Commençons maintenant cette formation. Donc le programme, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est pourquoi les IDEL sont davantage sollicités maintenant qu'auparavant dans la prise en soin de ces patients avec des troubles psychiatriques. Vous remarquerez que j'ai utilisé le vocable de prise en soin et pas de prise en charge, de manière à répondre un petit peu aux nouveaux critères du référentiel qui sont qu'un patient, on ne le prend pas en charge comme si c'était une charge, mais on le prend en soin dans sa globalité et dans son individualité aussi. Après ce point-là, nous allons aborder les enjeux de ces prises en soins pour les IDEL, ainsi que les sources de difficultés de ces prises en soins, dont je comprends aisément que la crainte peut en faire partie et en est un axe primordial. Pour finir par la création d'une alliance thérapeutique, comment peut-elle se formaliser au domicile? Donc, pourquoi les IDEL sont davantage sollicités dans la prise en soin de patients avec des troubles psychiatriques? Pour ce fait, j'aimerais vraiment vous poser cette question et vous demander si vous avez constaté, vous, une majoration de cette patientèle psychiatrique au sein de votre exercice libéral ces dernières années. Donc, je vais donc vous partager un sondage avec l'aide de Soraya, puisqu'elle a compris que je n'étais pas du tout à l'aise. Je te remercie, Soraya, de courir aussi vite.
Voilà, donc si vous le souhaitez, je vous laisse quelques minutes pour répondre à cette question qui est oui, non, avez-vous constaté une majoration de ces patients? Je vois qu'effectivement, vous êtes en train de répondre et que pour l'instant, à 89%, un petit peu moins maintenant, vous me dites qu'effectivement, oui, vous avez vu davantage de patients psy ces dernières années. Pour une part d'entre vous, ça reste identique. Oui, donc on peut stopper là. Donc, on va vous partager les résultats de ce sondage. Et là, vous constatez qu'effectivement, pour plus de 80% d'entre vous, cette patientèle a été augmentée ces dernières années. Et je peux très bien comprendre pourquoi. Et si vous voulez, je peux vous en expliquer les raisons. Je suis assistée, c'est terrible. Merci, Soraya. Donc pourquoi? Eh ben, notamment parce que avec la loi du 5 juillet 2011, cette réforme a fait en sorte que les patients soient suivis au plus près de leur lieu de vie de manière à favoriser une réinsertion et pas une chronicisation de ces patients dans les hôpitaux. Si bien que la durée de séjour est de plus en plus courte, elle est actuellement avec une moyenne de 7 jours. Alors c'est disparate en fonction des territoires, hein. Il y a quand même, en Île-de-France, ça va être un peu plus court parce que le dispositif est sans doute le réseau est plus densifié, alors que dans les territoires ruraux, la prise en soin va être beaucoup plus longue en hospitalisation. Néanmoins, la loi de 2011 fait que le patient doit être au plus près de son lieu de vie et au plus tôt dans son lieu de vie. Donc, pour cela, il a été prévu, pour des patients qui devaient néanmoins bénéficier d'une hospitalisation, il a été prévu des programmes de soins. Donc, ces programmes de soins sont édités par l'équipe hospitalière. Le patient retourne à son domicile, mais garde le statut de patient hospitalisé, avec un contrat de soins signé avec l'équipe dans lequel vous, IDEL, vous pouvez être inclus, bien sûr, puisque vous avez tout à fait les compétences pour encadrer ce type de patient à domicile, notamment dans la distribution médicamenteuse. Donc, je vous l'ai dit, les durées de séjour sont plus courtes et ne concernent pas tout à fait les mêmes patients, puisque la majorité des patients qui sont suivis le sont pour des troubles anxio-dépressifs. Vous n'êtes pas sans savoir que ces troubles sont de plus en plus repérés et qu'ils sont parfois aussi liés avec des troubles de l'addiction, pour lesquels un séjour trop long dans le domaine hospitalier serait quasi contre-productif, puisque ça les mettrait dans une dynamique d'assistanat, et c'est moi qui le dis alors que je fais appel à Soraya toutes les 3 minutes, mais ça les mettrait dans une dynamique d'assistanat et pas du tout de réinsertion. Donc le but n'est pas de faire à leur place, c'est plutôt de les aider à faire eux, d'où une sortie au plus vite. Il m'est arrivé lors de ma carrière de voir des patients qui venaient pour des syndromes anxio-dépressifs et qui se sentaient bien en unité d'hospitalisation à temps complet adulte. Et je peux vous dire que pour nous soignants, c'est rarement bon signe. Ce n'est pas le type de lieu où on doit se sentir bien, même si les soignants font tout pour que ça le soit. Quand on n'est pas psychotique, globalement, on ne peut pas se sentir bien dans une unité psychiatrique. Donc ça, c'est un marqueur pour nous, mais ça l'est aussi pour vous dans l'observation que vous allez pouvoir en faire au quotidien. Une autre des raisons qui explique pourquoi les patients psy sont de plus en plus nombreux, c'est que la durée des sujets plus courte, je vous l'ai dit, mais ce dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est le développement des hospitalisations à domicile. Je vous ai parlé des programmes de soins tout à l'heure. L'hospitalisation à domicile, c'est encore un autre schème possible, c'est-à-dire que le patient, là, revient 1 ou 2 jours par semaine dans l'unité d'hospitalisation dans le but de faire des activités thérapeutiques et de rencontrer l'équipe qui le suit, donc le médecin, le psychologue, pourquoi pas un entretien infirmier si le temps le permet. Ce dispositif est particulièrement intéressant pour les patients qui sont plutôt revendiquants par rapport à leur hospitalisation et pour qui une désinsertion complète de leurs aidants ou de leur milieu habituel serait là encore contre-productif. J'ai par exemple en tête un patient qui était tout juste retraité et qui avait bénéficié d'un niveau de vie assez élevé avec un poste à responsabilité au sein
d'une entreprise gouvernementale axée sur le nucléaire et qui avait décompensé sur des troubles bipolaires de type maniaque. Il était très revendiquant et absolument opposé à l'hospitalisation qui lui avait été imposée par le préfet pour des troubles dont je vous passe les détails. Et l'hospitalisation à domicile permettait d'avoir un œil sur l'évolution de sa pathologie tout en favorisant une adhérence aux soins par le fait qu'il rentrait chez lui tous les jours, il rentrait dormir chez lui tous les jours. Voilà, nous on le voyait en journée pour des activités thérapeutiques et pour des entretiens ou pour des liens avec l'assistante sociale d'ailleurs, mais il était chez lui tous les soirs et donc pour lui, les soins ont été plus faciles à accepter. C'est une des indications possibles à ce type de HAD. Et puis, l'autre point que l'on peut mettre en exergue sur la majoration de cette patientèle, c'est qu'évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que le système hospitalier est un peu en difficulté depuis de nombreuses années. Il l'est aussi en psychiatrie, avec un personnel dédié au suivi ambulatoire qui a énormément baissé ces dernières années. Donc, il y a eu des fermetures de lits, mais il y a eu aussi du personnel qui était dédié à l'ambulatoire, qui a été réaffecté au service hospitalier à temps complet. Et du coup, je suis désolée de vous apprendre que le suivi ambulatoire des patients en psychiatrie est maintenant un petit peu plus que restreint, voire peau de chagrin, et qu'on n'est plus en mesure de suivre les patients à domicile. Je le regrette et en même temps je le constate et je me dis qu'il faut faire avec, comme chacun d'entre vous. Donc voilà, on peut aussi constater que la psychiatrie qui était auparavant stigmatisée est dorénavant beaucoup plus démocratisée et qu'effectivement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a constaté un nombre de consultations en psychiatrie qui a augmenté d'environ 50% ces dernières années. Il y a 6 fois plus de dépressions qui sont déclarées depuis 30 ans. Et je vous laisse deviner ce que la Covid a influencé sur le nombre de prises en charge, puisque bien sûr, la majoration de ces troubles anxio-dépressifs a explosé depuis 2020 pour des raisons que vous imaginez tout à fait, liées à l'isolement, liées aux angoisses, liées à la peur de tout ce changement qui nous a été contraint à tous. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut davantage se faire suivre en psychiatrie sans être stigmatisé, puisque la plupart le sont pour des troubles anxio-dépressifs, je le répète. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas assez de personnel pour suivre tous les gens qui en auraient besoin. Mais qui sont ces patients d'ailleurs? Ces patients, lorsqu'on parle de psychiatrie, on parle aussi de santé mentale et peut-être que certains d'entre vous se demandent la différence entre ces deux termes. D'après l'OMS, en fait, la santé mentale, c'est plutôt la promotion du bien-être, la prévention des troubles mentaux, certes, le traitement et la réadaptation des personnes atteintes de ces troubles. Et du coup, c'est un peu plus large que le terme de psychiatrie qui est, lui, davantage consacré au traitement des troubles psychiatriques. Donc, en fait, la santé mentale, elle recouvre un champ qui s'étend des besoins d'épanouissement personnel, que chacun peut ressentir, et à la détresse psychologique réactionnelle. On peut imaginer qu'après un deuil, après des événements de vie tragiques, bien sûr, on va moins bien et bien sûr, on a le droit de se faire épauler, jusqu'à des troubles psychiatriques sévères de type hallucinatoire ou psychotiques avec des troubles qui génèrent des difficultés sociales importantes. Il faut savoir que selon l'OMS, un patient sur 4 est touché par des troubles psychiques au cours de sa vie. C'est énorme. C'est-à-dire que si vous regardez autour de vous et que vous êtes 4, il y en aura un parmi vous qui sera confronté de près à des troubles psychiques. Alors, pas forcément pour lui-même, mais aussi pour un de ses proches. Et je peux vous dire que c'est tout aussi impactant. Vous imaginez très facilement qu'avoir un patient d'avoir un proche qui souffre de dépression, ça crée quelque chose de très impactant dans la vie familiale. Et je ne vous parle même pas des troubles plus sévères de type schizophrénique, où là, c'est la dynamique familiale, mais sur plusieurs générations qui est même impactée.
L'OMS nous dit que ces maladies psychiques donc, seront au 2e rang des causes mondiales de handicap et pourraient peut-être même occuper le 1er rang de ces causes de handicap qui génèrent une pension d'invalidité bien avant l'arthrose ou les tumeurs malignes. C'est donc extrêmement important. Je fais une petite parenthèse. Par exemple, une des populations qui est le plus atteinte par ces troubles psychiques, c'est la population de nos sans domicile fixe, où on sait que 80% de ces personnes ont des troubles psychiques. Alors, de l'addiction, vous l'avez constaté, mais pas uniquement, c'est-à-dire que le fait de vivre à la rue les protège aussi d'une certaine proximité sociale, malheureusement. Donc voilà, en France, l'ensemble de ces troubles est classé au 1er rang des maladies en matière de dépenses de soins et donc touche près d'un quart des Français. On nous a rabâché pendant de longues années que les Français étaient fort friands d'anxiolytiques et de psychotropes en tout genre. Pour l'IDEL, qu'est-ce que ça change? Ça veut dire que pour l'IDEL, c'est des patients qu'il va falloir suivre, qui ne nécessitent pas forcément des prises en soins hospitalières, mais que par ailleurs, vous le voyez sur l'illustration que notre équipe a choisie, sont des personnes qu'il va falloir aller stimuler, pas forcément traiter par des coups de pied aux fesses, hein, ça ne marche pas, je vous le dis tout de suite, mais qu'il va falloir stimuler et à qui il va falloir servir de repère. J'ai en tête notamment un patient qui avait un passé d'éthylisme chronique qui l'avait suffisamment abîmé pour développer un syndrome de Korsakoff très handicapant, avec des crises d'épilepsie de manière régulière et répétée. Et il était donc en foyer d'hébergement d'urgence, à long terme, mais en foyer d'hébergement d'urgence. Et c'est par le lien qu'il a eu avec l'infirmière libérale qui venait le voir qu'il a pu accepter de prendre un traitement quotidien, ce qui n'était pas le cas auparavant, puis d'accéder à des soins d'hygiène pour lui. Et c'est vraiment le lien avec l'infirmière libérale qui a permis ça, parce qu'il lui a fait confiance et que sa régularité dans les visites a ponctué la vie de ce patient et a pu lui permettre de bénéficier d'un suivi social bien plus étoffé et d'une prise en charge qui, du coup, lui était adaptée. La relation de confiance, vous le savez, dans la profession infirmière est évidemment fondamentale. Alors d'autres fois, en dehors des patients qui ont une détresse psychologique ou des troubles psychiatriques handicapants, d'autres fois, vous allez devoir prendre en soin des patients qui ont une pathologie sévère stabilisée, donc plutôt de type hallucinatoire, hein, pour qui l'extérieur est une menace. Eh ben, l'IDEL, dans ce cas, va être le lien social hors de tout cursus psychiatrique. C'est-à-dire que ces patients qui vivent reclus chez eux et qui sortent pour le strict nécessaire parce que l'extérieur est dangereux, petit à petit, par la relation de confiance qu'ils vont pouvoir mettre en place avec l'IDEL, vont accepter d'avoir ce lien, alors qu'il sera un lien très distancié, hein, on n'est pas du tout dans l'affect là, hein, mais finalement, ils vont parler à un autre. Et ça, je peux vous garantir que c'est un marqueur très important pour eux d'une réhabilitation. Quels sont les enjeux de ces prises en soins? Donc, je vous l'ai dit, hein, la santé mentale, c'est un objectif majeur de santé publique, comme le renforcement des dispositifs de soins en ville. Eh bien, les deux, on peut considérer qu'ils sont corrélés par l'inclusion des IDEL dans les plans santé mentale. Donc, il y a eu un plan santé mentale en 2013, il y en a eu un autre en 2018, et les deux font appel à vous, les IDEL, pour intervenir dans le parcours de soins coordonné du patient et pour éviter l'exclusion sociale de ces personnes en situation d'handicap psychique. Pourquoi? Parce que, bien sûr, ces personnes avec des troubles psychiques sévères ou persistants, ou les deux, souffrent d'isolement. Il est difficile de se faire des amis ou de conserver une famille quand soi-même, on n'est pas tout à fait en phase avec ce que le corps vous renvoie ou avec ce que vos pensées vous renvoient. Il y a aussi pour les personnes qui sont plutôt dans une perte de l'élan vital, une perte de capacité à entreprendre.
et à prendre soin de soi. C'est-à-dire que effectivement, quand vous avez du mal à vous lever de votre lit ou à vous faire à manger ou encore à vous doucher, on peut considérer qu'au bout d'un moment, c'est un frein pour avoir des relations sociales apaisées avec l'extérieur, quand vous n'arrivez plus du tout à prendre soin de vous-même. Ça, c'est sûr. Ce qui n'arrive pas uniquement en cas de troubles psychiques sévères, hein, mais en psychiatriques sévères, mais en cas de dépression aussi. Hein, voilà, quand un patient vous dit qu'il dort mal ou qu'il n'arrive plus à avoir l'énergie suffisante pour aller se doucher, alerte, alerte, alerte. C'est que là, il y a quelque chose qui se joue d'important. Ces patients peuvent aussi avoir une perte de capacité à vivre dans un logement autonome. Comme je vous disais, la tenue du logement, mais aussi le fait même d'être seul dans ce logement peut être compliqué. Avoir un emploi, alors là, ça devient une gageure parfois incroyable puisque ça demande à se lever, ça demande à être en contact avec l'autre, ça demande à avoir un rythme régulier, à faire des efforts et à subir des contraintes. Beaucoup de nos patients n'arrivent plus du tout à assumer tout ça. Là, on est au-delà de la réalisation des actes de la vie quotidienne. Hein. C'est vraiment un effort qui leur est insurmontable, dans le temps de la crise aiguë en tout cas. Et vous, les IDEL, vous agissez alors comme des coordinateurs de soins, donc, puisque vous venez à domicile et que vous arrivez à nous alerter quand c'est nécessaire et vous arrivez à leur donner peut-être l'impulsion quand elle leur manque. Votre prise en charge est aussi importante quand elle est ambulatoire puisqu'elle permet aux patients de créer un ancrage et un suivi hors des circuits habituels de la psychiatrie où ils ne se seraient pas rendus forcément. C'est-à-dire que faire venir un infirmier ou une infirmière libérale à domicile ou aller la voir dans une maison de santé, c'est pas du tout la même chose que de franchir les portes d'un centre psychiatrique pour aller en consultation. Pour soi, en tant que patient, pour la famille ou pour nos proches, c'est sans doute bien plus acceptable. C'est dommage parce que ça stigmatise encore le patient psychiatrique, mais malgré tout, l'essentiel étant que le patient ait un traitement adapté, peu importe le recours adopté. Et donc vous êtes importante pour ça, puisque vous jouissez d'une très bonne image. Et vous avez en plus cette compétence clinique de repérage précoce des troubles, c'est-à-dire que il va falloir sans doute un petit peu de temps pour connaître votre patient, mais une fois que vous le connaissez, vous êtes tout à fait à même de déceler un changement d'humeur ou d'attitude. Votre patient, il est peut-être bizarre de base, mais vous le connaissez dans sa bizarrerie. Et c'est quand il va changer de cette bizarrerie que ça va vous alerter, parce qu'il n'est pas comme d'habitude. Il n'est pas comme les autres, d'accord, mais là, il n'est pas comme d'habitude. Et puis pour les équipes soignantes, vous êtes un vecteur très important d'information puisque vous connaissez les conditions de vie du patient, vous connaissez ses proches, vous connaissez ses habitudes et tout ça peuvent être des indices et des éléments importants à prendre en compte dans la prise en charge du patient si toutefois les troubles s'aggravaient et qu'il devait être hospitalisé. Je repense à mon patient dont je vous parlais tout à l'heure, retraité. Il est sûr que vous en avez sans doute rencontré des patients qui sont en phase maniaque pour des troubles bipolaires. Ils sont absolument pas d'accord pour être hospitalisés et ils sont encore moins d'accord pour dire qu'ils sont malades. Ils sont complètement dans le déni puisque cette montée génère des sentiments de toute puissance qui sont au contraire très stimulants et enthousiasmants pour le patient. Se sentir puissant, c'est génial. Pour les proches, ça l'est un peu moins. Hein. Le patient dont je vous parlais, la femme en avait un petit peu marre qu'il fasse des travaux de 23 h jusqu'à 6 h du matin et qu'il ne dorme jamais, qu'il ne s'arrête ni pour boire, ni pour manger, ni pour se doucher, bien sûr, qu'il ne s'arrête jamais. C'est épuisant pour le patient, mais vous imaginez à quel point c'est épuisant pour tout l'entourage. Et je ne vous parle même pas des troubles avec le voisinage. Parce que la perceuse à 2 h du matin, les voisins n'aimaient pas beaucoup. Et donc, vous le connaissez et vous connaissez les aidants. Et ce qui est plutôt pas mal, pardon, je ne vais pas assez vite, voilà.
Ce qui est plutôt pas mal au niveau des aidants, c'est que j'ai connu certains patients qui refusaient que les consultations puissent se faire en collaboration avec leurs aidants, avec leurs proches, leurs ascendants familiaux, hein, les parents, mais aussi avec leurs époux ou épouses ou leurs enfants. Et pourtant, ces aidants, ils ont aussi besoin d'être écoutés, puisque vivre avec un patient qui souffre de troubles psychiques, hein, comme là, je vous dis, on parle de la dépression à la schizophrénie très décompensée. Vivre avec ce type de personne avec des troubles pareils, ça nécessite une écoute. Et lorsqu'elle ne peut pas se faire en centre de consultation médico-psychologique, eh bien, peut-être que vous, l'IDEL qui venait à domicile régulièrement, tous les jours ou tous les 2 jours, bah vous pouvez peut-être être ce biais-là, ce biais d'écoute. D'autant que vous allez mettre en place une alliance thérapeutique avec le patient pour lequel vous vous déplacez, et que cette alliance thérapeutique, on sait qu'elle sera d'autant mieux opérante que vous allez prendre en compte les aidants. Passons maintenant aux sources de difficultés de ces prises en soins. Je vais vous dire, moi, dans mon cursus, ce que j'ai le plus souvent entendu, c'est que je ne suis pas formée pour la psychiatrie, je ne suis pas psychologue et je n'ai pas la formation nécessaire. Finalement, j'ai envie de vous dire, le bon sens, on l'a tous. Et tant qu'on est dans la relation d'aide avec empathie, bienveillance et congruence, on peut tous prendre en soin des patients psychiatriques. Alors, il y a quand même 2-3 règles que j'aborderai peut-être plus particulièrement lors de l'alliance thérapeutique. Je vais vous demander quelle est pour vous la principale difficulté que vous rencontrez dans ces prises en soin. Donc, Soraya arrive et là, tu vas me dire sondage par ici. Merci Soraya. Donc là, je vous demande si pour vous, les difficultés que vous rencontrez, est-ce qu'elles sont plutôt marquées par une appréhension vis-à-vis du patient? Si vous avez pu constater un manque de collaboration avec les équipes qui suivent le patient habituellement, si c'est plutôt l'adhésion en pointillé du patient qui vous pose souci, ou si ça peut être une inadéquation entre la rétribution et l'accompagnement que vous proposez au patient. Donc là, je vois que vous êtes en train de voter. Ah, c'est marrant! Je ne m'attendais pas du tout à ces résultats. Et en même temps, là pour l'instant, vous êtes nombreux à nous dire que c'est plutôt le manque de collaboration qui vous freine ou qui vous pose souci. On attend encore 10 petites secondes et puis après, on va fermer le sondage et le partager avec vous, que vous voyez les résultats. En tout cas, je vous remercie de participer. Allez, on stoppe là. C'est partagé? Nickel. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes 61% à nous dire que c'est vraiment le manque de collaboration avec les équipes qui vous pose souci, et ça, je peux tout à fait le comprendre. Pour un cinquième d'entre vous, c'est plutôt l'adhésion du patient en pointillé qui vous pose souci, et pour 13%, c'est les appréhensions vis-à-vis du patient. Et ben, je ne m'attendais pas à ça. Je pensais que les appréhensions allaient venir en premier. Et ben, je suis contente de m'être trompée. Oui, pardon, j'ai oublié de changer. Hop. Finalement, c'est le suivi. Finalement, vous nous dites que vous avez du mal si je comprends bien, vous nous dites que vous vous sentez seul quand vous prenez ces patients en soins, en fait. C'est ça que je comprends. Et que vous avez beau savoir qu'ils sont suivis, vous vous retrouvez un petit peu seul dans la situation. Et ça, je peux tout à fait le comprendre. Hein. Je ne l'excuse pas, je le comprends. Je l'explique uniquement par le fait qu'effectivement,
cette collaboration est difficile à mettre en place parce que les structures ambulatoires, donc là je parle de CMP, de centres médico-psychologiques ou d'accueil familial thérapeutique, ces unités ne sont plus en mesure de faire un travail correct auprès des patients. Et je comprends tout à fait que vous puissiez parfois vous sentir seul avec une collaboration avec les équipes hospitalières de suivi qui n'est pas tout à fait satisfaisante. J'imagine en termes de fréquence et aussi en termes de qualité d'échange. Je déplore comme vous que les délais de consultation avec les équipes hospitalières sont parfois de plusieurs mois, si bien qu'entre le moment où vous sonnez l'alerte et le moment où le patient il est vu, il peut s'être passé de nombreuses semaines où vous avez l'impression, à juste titre, que rien ne bouge. Je n'ai pas de remède à ça, malheureusement. J'aimerais beaucoup, mais pour cela, il faudrait sans doute que j'ai un poste au ministère et ça ne va pas être demain la veille. Donc, je ne sais quoi vous dire à part les harceler et à part peut-être établir un contrat dès le départ avec ces équipes où, OK, le patient, il a besoin de moi, mais que se passe-t-il si moi, j'ai besoin de vous, quoi. Voilà. Et puis ce suivi c'est un suivi à long terme pour lequel on peut s'essouffler, qu'on soit de la partie psy ou pas d'ailleurs. Ce sont des suivis à très long terme pour lesquels on s'épuise assez vite parce que ça ne bouge pas forcément à la vitesse où on aimerait que ça le fasse, ou ça ne bouge pas du tout d'ailleurs, malheureusement. Et c'est d'autant plus frustrant, j'imagine, qu'il peut arriver que dans ces suivis, vous trouviez porte close lorsque vous rendez chez le patient, parce que ces repères, sa prise en compte de l'autre et du temps, ne sont pas celles du patient lambda. C'est-à-dire que le patient qui a des troubles psychotiques, là pour le coup, il va plutôt être dans l'imprévisibilité de ses actions. Il va réagir à des pulsions plus qu'à des actes anticipés et prévus. Ce qui est donc le contraire de quelqu'un qui va planifier et organiser. Et pour vous, évidemment, vous avez besoin de planification, mais vous comprenez bien que là, vous êtes dans deux logiques différentes du rapport temporel. Le patient, il n'a pas ce rapport temporel. Il peut partir du jour au lendemain parce qu'il a décidé que il allait faire ça m'est arrivé, un patient qui du jour au lendemain a décidé qu'il allait faire le GR20, je crois qu'on l'appelle comme ça, en Corse. Il n'avait jamais marché de sa vie, on l'a retrouvé dans un état, je ne vous dis même pas. Il a fallu des semaines pour le remettre sur pied. Mais tout ça ne répond à aucune logique, à aucun entendement, je vous l'accorde. Il y a une autre chose que je pouvais imaginer qui vous freine un peu, c'est les craintes. On peut, quand on n'est pas de la partie ou même quand on l'est, il est justifié d'avoir des craintes vis-à-vis d'un patient dont justement je vous dis qu'il réagit en fonction de ses pulsions et pas en fonction d'une anticipation ou d'un acte raisonné. Donc on peut se demander si les pulsions ne vont pas porter atteinte à notre intégrité à nous en tant qu'infirmiers. Alors, moi, je vous conseille de toujours garder cette crainte en vous. C'est ce que je disais aux étudiants infirmiers lorsqu'ils venaient. Je leur demandais lorsqu'ils venaient en stage pour la première semaine, ils avaient tendance un peu à longer les murs. Et ils me disaient, je suis pas très à l'aise quand même à tourner le dos aux patients. Et je lui disais, tant mieux. Tant mieux, moi, quelqu'un qui est trop à l'aise et qui fait pas attention dans un milieu qu'on ne peut prévoir, ça me pose davantage question que quelqu'un qui se méfie et qui, du coup, reste sur ses gardes. Non pas que le patient est forcément dangereux, c'est très rare, même les cas d'agression physique, qui sont plus dangereux pour eux-mêmes malheureusement que pour nous autres soignants, mais n'empêche que rester vigilant, ça n'empêche pas l'empathie. Et ça n'empêche pas une prise en soin de qualité. Il me semble qu'il faut la garder un petit peu. Si un patient décompense, vous pouvez avoir peur qu'il se manifeste violemment contre vous. En règle générale, si le patient va mal, il va vous fuir en fait. Il va partir dans sa dynamique à lui, il va pas chercher à vous atteindre, sauf si vous l'acculez. Voilà. Mais ça, on en parlera dans la rubrique sur l'alliance thérapeutique, si vous souhaitez. Non, a priori, il y a peu de chances qu'il vous atteigne. Mais vous avez raison, il faut avoir des craintes.
Les collaborations, on en a un petit peu parlé beaucoup même, puisque c'était ce qui ressortait de votre sondage sur la collaboration avec les équipes hospitalières. Les collaborations vont aussi se jouer avec, bien sûr, les familles, hein, puisque les patients, quand ils ont des troubles psychiques sévères, ne sont plus autonomes, ou ne le sont pas, ou ne l'ont jamais été, bref, peu importe. Toujours est-il que leur famille est très proche et que c'est bien ainsi et que pour le coup, il va falloir aussi soutenir leur famille et collaborer avec leur famille. C'est-à-dire que si ce que vous proposez, la famille est absolument contre, le patient, par loyauté, il ira dans le sens de sa famille et pas dans le sens du soin. Donc, vous avez intérêt aussi à ménager la chèvre le chou pour que ça passe pour tout le monde. Je fais juste une aparté, là encore, et je vais peut-être me dépêcher sur mes apartés parce que je me rends compte que le temps tourne. C'est que pendant longtemps, lorsque j'ai appris, on me parlait d'un patient, on parlait d'une mère schizophrénique, comme si c'était les mères qui étaient responsables des troubles de leurs enfants. On a aussi parlé des mères d'autistes. Heureusement, on est revenu là-dessus et je vous encourage à penser que c'est le trouble de l'enfant qui grandit de manière majeure qui crée un dysfonctionnement dans la famille et que non, les mères ne sont pas responsables de tous les troubles de leurs enfants, bien heureusement. J'en termine là-dessus parce que voilà. L'autre point qui me semblait important à parler sur les sources de difficultés possibles, c'était la rémunération. Parce que effectivement, l'administration et la surveillance de ce traitement peut être plus long que pour un autre patient puisque les spécificités de cet acte vous conduisent à conditionner le patient, à une administration plus ou moins longue suivant que le patient accepte le traitement ou non, ou qu'il a envie de jouer avec vous ou pas. Et puis, la surveillance du traitement peut être aussi un peu plus longue pour vous, vérifier qu'il n'est pas recraché, par exemple, ce qui arrive très fréquemment. Donc, du coup, le législateur est allé dans votre sens puisque depuis le 1er juillet 2020, cet acte est coté en AMI 1,2 avec des subtilités que je vous invite à découvrir à l'aide de la Minute Cotation, qui est un format court informatif disponible sur notre site et sur LinkedIn et animé par Aurélie Gène, notre collègue. Passons maintenant à cette alliance thérapeutique dont on parle depuis tout à l'heure. Comment on l'a créée, cette alliance? Eh bien, on l'a créée d'abord, et là, c'est sans surprise, on l'a créée d'abord par l'élaboration d'un climat de confiance. Donc la confiance, bien sûr, elle se construit au jour le jour, mais elle est surtout basée sur un engagement réciproque. Le consentement, là, est primordial. C'est comme partout ailleurs, mais encore plus, c'est-à-dire que vous ne rentrerez pas chez un patient s'il n'a pas décidé qu'il en était d'accord, et même si le médecin l'a dit, hein. D'autant que notre patient avec des troubles psychiatriques, il a un peu tendance à se méfier des autres quand même. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'envisager plusieurs contacts indirects ou par téléphone ou par l'introduction d'un tiers en qui il a confiance avant de vous rendre à son domicile. Le patient est très forclus dans sa peau, dans son âme. Tout ça fait un tout et l'enveloppe de son logement fait partie de ce tout. Donc, quelque part pour lui, lorsque vous rentrez chez lui, vous rentrez dans son corps, vous rentrez dans sa zone psychique. On peut imaginer les fractions et l'angoisse que ça peut supposer. Donc, il faut y aller par étapes, tout doucement, sans justement le violenter. Le patient, en plus, il va avoir tendance à vous tester, hein, parce que vous, le patient psychiatrique, lui, vous ne le connaissez pas, vous en avez vu d'autres, mais alors je peux vous dire que lui, des infirmiers, il en a sans doute vu beaucoup et il va vous tester pour voir à quel endroit il va vous mettre dans sa liste d'infirmiers. Et ce qui est important dans ce cas-là, c'est de rester congruent et authentique. Il ne faut pas jouer un rôle parce qu'il s'en rend compte. Et puis, de toute façon, l'alliance thérapeutique, vous le savez comme moi, hein, elle ne peut marcher que si vous êtes vous-même dans cette continuité de soins. C'est un rapport de personne à personne. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça que l'avait pensé, en tout cas, Rogers dans sa définition de la relation d'aide. Donc voilà, soyez comme vous êtes, comme ils disent au McDo, venez comme vous êtes. La relation d'aide, vous la pratiquez tous les jours avec de l'écoute active, de l'empathie.
et de l'authenticité. Et donc, même si vous avez votre opinion et vous la gardez, c'est très bien, votre objet dans la visite, c'est la distribution du traitement. Donc, pour ça, vous n'allez pas infantiliser le patient en lui parlant comme s'il avait 5 ans, en lui disant « mais c'est bien pour vous parce que ça ne marchera pas ». Vous connaissez votre patient et vous gardez le fil que vous avez en tête. C'est-à-dire que même s'il essaye de vous emmener sur d'autres terrains, oui, mais il faut retourner sur là où vous voulez aller. Ce sont des patients, alors vous le savez, à domicile, la distance thérapeutique est à questionner constamment. Cette histoire de juste distance, hein, elle est compliquée à domicile puisque vous êtes dans l'intimité du patient, donc elle est encore plus à moduler. Et là, il va vous falloir être très vigilant à ne pas tomber dans le piège affectif que va vous tendre le patient, puisqu'il va venir vous mettre à une place ou maternante, ou rejetante, ou persécutante, où il va tenter de vous alpaguer de cette façon-là. Donc, gardez bien en tête que le patient vous met à la place qui lui est utile. À vous de voir à quelle place vous vous sentez utile et que l'alliance thérapeutique va se faire dans l'ajustement entre les deux. Un autre détail peut-être, mais que je tiens à souligner auprès de vous aujourd'hui, c'est que le patient, par ses troubles et par les traitements, est ralenti. Et donc, quelqu'un qui va arriver fort speed, parce que dans votre journée de boulot, vous n'avez pas le temps de traîner, hein, c'est sûr. Mais quand vous arrivez fort speed, que vous parlez vite, fort, en faisant des gros mouvements, vous l'angoissez, votre patient. Vous n'en faites pas exprès, c'est normal, c'est comme ça. Mais le rythme est tellement décalé par rapport à lui que pour le coup, ce décalage risque de majorer les angoisses et du coup d'être contre-productif parce que vous n'allez pas avoir son attention là où vous la souhaiteriez. Donc, être stimulant, c'est parfait. Être trop speed, pour le coup, pour ce type de patient-là, c'est pas forcément adapté. Il serait, à mon sens, plus judicieux d'adopter un ton mesuré, posé, tranquille, pas trop de mots, pas trop fort, et ça devrait bien se passer. L'autre question qui est revenue souvent, c'était quel discours adopter si le patient délire, est-ce que je rentre dans son délire ou est-ce que je le contredis? Qu'est-ce que je fais? Si je le contredis, est-ce qu'il va s'énerver? En fait, la règle de base, c'est de jamais rentrer dans le délire du patient. On ne vous demande pas si vous êtes d'accord ou pas. Après tout, c'est pas là l'enjeu. Le patient, lui, il est convaincu de ça, puisque c'est dans sa tête qu'il l'entend, qu'il le voit. Donc, vous ne pouvez pas lui dire que ça n'existe pas, ça fait partie de sa réalité à lui. Donc, lui dire c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, je vous assure que pour lui, ça existe pour de vrai. Par contre, vous pouvez tout à fait lui demander ce qui lui fait dire ça ou ce qui lui fait penser ça. Et là, ça le bascule sur un autre registre où vous allez pouvoir ensuite rebondir sur les émotions qu'il ressent. Ah, on vous dit, mais qu'est-ce qui vous fait penser qu'on vous en veut? Oh ben, ça doit pas être simple pour vous de penser qu'on vous en veut quand vous allez dans la rue comme ça. Et donc, vous allez dans le registre des ressentis et non plus de la véracité de ce qu'il entend ou voit. Et c'est souvent plus simple puisque, en tant qu'infirmier, le ressenti et la prise en compte du ressenti de l'autre, vous connaissez ça par cœur et vous le faites extrêmement bien. Vous pouvez aussi botter en touche et recadrer sur l'enjeu de votre visite. Hein. Ok, j'entends, vous n'êtes pas bien, j'entends tout à fait, mais vous en avez parlé, vous savez que vous avez un médecin que vous pouvez aller voir, vous recadrez et vous intégrez aussi les autres professionnels lorsque vous avez ce type de discours. Votre discours aussi va être émaillé de tous les repères temporels que vous allez pouvoir fixer aux patients. Hein. Je vous disais que les repères temporels et spatiaux ne sont pas tout à fait les mêmes et vous, votre visite, votre discours avec les repères temporels que vous allez y inclure, vous l'aidez à se fixer et à s'ancrer à la réalité. C'est indispensable. Donc, que ce soit en termes de repas, de visites prévues le dimanche, de la fréquence de vos visites, etc., ce que vous apportez là comme rythme, je vous assure que c'est ce qu'il y a de plus thérapeutique pour le patient pour l'ancrer dans la réalité de l'ici et du maintenant et un jour du plus tard. Qu'on soit dépressif ou psychotique, le plus tard n'existe pas malheureusement la plupart du temps.
dans le discours. Évidemment, vous allez être tenté aussi de faire peut-être des remarques sur l'hygiène qui est déplorable ou sur l'odeur. Vous pouvez le faire, mais tout en gardant en tête que les vêtements que porte le patient sur lui, c'est son enveloppe, au même titre que sa peau, et que parfois, il n'a pas la distinction entre les deux. Moi, j'avais un patient, une patiente, qui me disait qu'elle ne voulait pas aller se doucher parce que elle sentait son corps se dissoudre au fur et à mesure de l'eau qui coulait sur elle. Vous imaginez le ressenti extrêmement angoissant que ça peut représenter. Et dans ces cas-là, quand vous dites à un patient d'aller se doucher parce que ça va lui faire du bien, s'il est dans ces angoisses de morcellement et de dissolution-là, ça ne va pas du tout lui faire du bien. Hop, je viens de bouger la caméra. Hop là. Mais bien sûr que votre rôle aussi est de pouvoir rappeler que d'un point de vue social et pour lui, se sentir bien, propre, avoir des vêtements qui lui correspondent, ce sera peut-être pas la première semaine, ce sera peut-être pas le premier mois, mais je suis persuadée que vous y arriverez puisque c'est dans cette relation de confiance que vous arriverez à créer ça. Ah oui, un autre point aussi, dans les discours que nous entendons souvent, nous, on est évidemment habilités en tant qu'infirmières et infirmiers à dispenser des mesures hygiéno-diététiques. Et lorsque nous voyons des patients avec des troubles dépressifs s'empiffrer, puisqu'il n'y a pas forcément d'autres termes, ou avoir des conduites déplorables au niveau de l'hygiène alimentaire, on a tendance à mettre l'accent dessus. Il faut savoir que les anxiolytiques de première génération, là je parle notamment du tertian, inhibent la sensation de satiété. C'est-à-dire que non seulement le patient a besoin de se remplir pour se sentir bien, mais qu'en plus, il a l'impression d'avoir toujours faim puisque la sensation de satiété disparaît. Donc, tout est fait pour qu'il continue à manger. J'en suis désolée, et donc à grossir. Et donc à arrêter son traitement parce qu'il grossit. C'est un cercle vicieux, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autre solution, malheureusement, ou j'en connais pas moi personnellement, pour limiter tout ça. C'est-à-dire que c'est où il est angoissé, où il grossit. Enfin, et malheureusement, je connais pas d'alternative plus réjouissante que ça pour le patient. Et du coup, ça sert pas forcément on peut leur dire, mais ça sert pas forcément à grand-chose de leur demander de faire un régime. Vous comprenez pourquoi maintenant. Voilà, donc dans tout ça, ce qui nous importe, c'est encore une fois la collaboration, parce que vous l'avez dit, vous vous sentez un peu seul dans les prises en charge, et pour les collègues qui sont à l'hôpital, ils peuvent aussi se sentir seuls parce qu'ils n'ont pas de regard sur l'extérieur, et que je suis persuadée que ces patients qui se sentent seuls eux aussi, ont besoin que tout le monde collabore pour que leurs troubles puissent s'apaiser le plus tôt possible. Voilà, je vois qu'il est maintenant temps de passer aux questions. Je fais de nouveau appel à Soraya pour pouvoir me communiquer les questions que vous avez pu poser par écrit. Je n'ai pas de masque, alors je vais me mettre à distance quand même. Et voici. Alors, on peut commencer par celle-ci. La lecture est là. Et pour descendre, vous cliquez dessus et faire dérouler. Voilà. Je vais lire la question parce que je vois les questions, mais pas vous. Donc, je vais les lire. Il y a quelqu'un d'entre vous qui me demande si les troubles du comportement alimentaire peuvent être pris en charge en plus du CMP. Donc, j'imagine que la question signifie est-ce qu'un IDEL peut prendre en charge des troubles du comportement alimentaire lorsque le patient est déjà suivi au CMP? Je crois comprendre ça comme ça. Eh bien oui, bien sûr, ça fait partie des troubles qui sont pris en charge et de manière bien plus intensive ces dernières années, les troubles du comportement alimentaire. Donc là, on parle d'anorexie ou de boulimie. Ils peuvent tout à fait être pris en charge par les IDEL en plus du CMP après une période obligatoire pour le coup d'hospitalisation à temps complet, et souvent cette hospitalisation est avec une rupture du milieu familial, c'est-à-dire qu'on demande à ce qu'il n'y ait pas de contact pendant au moins 15 jours. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais oui, vous pouvez le faire.
Mais c'est compliqué quand même, hein, c'est très, très compliqué. Ça, c'est vraiment le type de trouble très compliqué à prendre en charge. Alors, pouvez-vous évoquer un peu la prise en soin des personnes âgées présentant une démence type Alzheimer ou autre, s'il vous plaît? Alors oui, je n'ai pas parlé des patients qui souffraient de démence dégénérative, parce que pour moi, effectivement, il s'agit plus de troubles neurologiques. Bien sûr que dans votre patientèle, vous allez avoir des patients âgés plus ou moins déments et qui peuvent s'apparenter à des maladies de type Alzheimer. Pour ces personnes, j'ai envie de vous dire, la ressource, elle est la même, c'est-à-dire l'alliance thérapeutique, la répétition de repères temporels, l'appui et la collaboration avec les aidants et les équipes de soins mises en place autour de cette personne. Et là, on va aussi rajouter le réseau social. Là, pour le coup, c'est très important. Mais ce qu'on a à faire, ma foi, c'est de les prendre telles qu'elles sont, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Et alerter dès que ça vient trop loin ou que ça les met en dangerosité. Ça, c'est sûr. Alors ensuite, j'ai une question sur malheureusement, l'infirmière n'a pas les moyens financiers de pouvoir accepter ce type de prise en charge. Nous ne sommes pas payés au prorata du temps long qu'on peut passer avec le patient, en plus du retard sur la tournée. Et oui, je comprends bien, hein, parce que même si je vous disais que la quota, l'AMI avait été revalorisée, un patient qui a besoin de parler, lui, il s'en fiche que vous n'ayez que 5 minutes. Si vous pouvez rester 30 minutes, pour lui, c'est tout bénef, mais pour vous, pour votre tournée et pour la rémunération que ça correspond, c'est pas du tout en adéquation. Ça, je le comprends tout à fait. Encore une fois, hein, je ne suis pas législateur, on ne demande pas mon avis pour la nomenclature et c'est bien dommage parce que ça pourrait tout à fait y prétendre. Pour les patients âgés et déments, là pour le coup, c'est une autre cotation qui est mise en place, dont je ne maîtrise pas tout à fait les tenants et les aboutissants, mais que vous pouvez retrouver dans des webconf sur le BSI notamment, ou sur la nomenclature, ou sur l'avenant 6, à l'occasion de ce congrès virtuel, ou sur les stands. Voilà. Hop, une autre question. Ah, que faire face à un patient psy qui refuse de prendre son traitement? Négocier, il n'y a que ça de vrai. La négociation, surtout pas de chantage à l'hospitalisation. Alors, certains qui sont plus dans des psychoses infantiles, c'est-à-dire avec un rapport à l'autorité qui est très marqué, pour certains, ça peut être un levier. C'est quand même assez rare. Un patient qui refuse de prendre son traitement, déjà comprendre pourquoi il ne veut pas le prendre. Il a une bonne raison. Un tout psy qu'il est, il a quand même un raisonnement. Donc, est-ce que c'est pas bon? Est-ce que c'est une question de goût? Est-ce que c'est une question d'effet? Est-ce qu'il a l'impression que ça va trop l'endormir? Est-ce qu'il a l'impression que ça l'empêche de penser correctement? Est-ce qu'il était contre la mise en place du traitement? Déjà, si vous répondez à ces questions-là, vous avez des pistes pour savoir comment négocier et sur quoi. Après, il y a aussi d'autres alternatives, hein. C'est un patient qui, par exemple, les gouttes neuroleptiques sont infectes au goût, hein, si j'en crois le vécu des patients. Et certains, donc, préfèrent avoir des injections en intramusculaire toutes les 4 à 6 semaines, de manière à ne pas prendre ce traitement tous les jours. Et en plus, ça le marque. Enfin, voilà. Bon. Tout est adaptable. Mais il faut comprendre pourquoi. Alors, une autre question. Je suis dans un service à Paris et je n'ai pas l'impression que l'IDEL soit sollicité. Oh, quel dommage! Alors, quel dommage! Quel dommage, parce que ce sont des professionnels de qualité et qui font bien leur travail et c'est dommage de ne pas les solliciter. Après, ce que j'en comprends, c'est que le réseau ambulatoire à Paris, là où vous êtes, est suffisamment, comment dire, maillé, entre guillemets, pour couvrir tout le territoire et pour pas avoir recours à des IDEL. C'est ça que j'en comprends. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Parce que ça stigmatise le patient, que ça le maintient dans un circuit psychiatrique, alors que peut-être ça peut se faire par d'autres biais. Peut-être ça n'ouvre pas assez à d'autres réseaux de prise en charge. Mais peut-être aussi que ce n'est pas nécessaire parce que vous avez la chance d'avoir suffisamment de personnel pour être auprès de votre patient plusieurs fois par semaine. Tant mieux, tant mieux.
Alors, je vois qu'il est 11h moins 5, donc peut-être une dernière question. Avec les outils actuels, nous pourrions communiquer plus facilement. Nous faisons des courriers lors des consultations, mais aucun retour, cela devient désespérant. Alors, oui, d'accord. Donc oui, c'est là vous revenez sur le manque de collaboration en disant que vous avez tout moyen de communiquer avec les équipes qui prennent en soin ce type les patients psychiatriques et que par ailleurs vous avez l'impression que ça tombe dans un puits sans fond et qu'il n'y a pas de retour. C'est Pour tout vous dire, c'est une impression que j'avais aussi et que j'ai déjà entendue de la part d'IDEL, c'est-à-dire qu'ils avaient l'impression qu'on faisait appel à eux quand on n'avait pas le choix, mais que de l'autre côté, quand eux faisaient appel à nous, il y avait plutôt porte close. Et là encore, je le déplore et je pense que la psychiatrie a comme défaut principal d'être très enfermée sur elle-même aussi et à pas trop s'ouvrir sur l'extérieur en pensant qu'il n'y a que la psychiatrie qui peut faire de la psy. Pour moi, c'est complètement faux. D'autant que ce soit pour les troubles du comportement alimentaire ou pour les troubles anxio-dépressifs, tout infirmier est amené et est habilité à faire de la relation d'aide et des entretiens de soutien. Donc oui, je comprends votre désarroi et voir votre mécontentement sur le fait qu'il n'y ait pas de retour lorsque vous les sollicitiez. Je comprends. Et rien n'est impossible. Je suis sûre que les mentalités évoluent et que vous allez voir que dans quelques années, cette question-là ne se posera plus. Alors, Alors, une dernière question. J'avais dit que c'était la dernière. Ça peut être la dernière? Oui. Quel conseil pouvez-vous nous donner pour être écoutés par les équipes psy? Quand on cherche à les alerter sur le cas d'un patient. Alors, ils sont comme vous, ils n'ont pas le choix. Un patient qui va mal, ils sont dans l'obligation de le prendre en soin. Sauf que lorsque vous avez une unité avec 24 lits et que vous avez trop de demandes et des patients en extérieur dont vous savez qu'il y en a encore 15 qui nécessiteraient une hospitalisation mais que vous n'avez pas de place, vous allez prioriser. Et je pense que dans certains services psy, ils se disent que le patient qui n'a aucun suivi est prioritaire par rapport à celui qui a déjà la mise en place de soins en ambulatoire par un ou une IDEL. Pour être écouté par ces équipes, ma foi, je crois qu'il ne faut pas leur laisser le choix. Donc, on va faire comme avec les patients qui sont en refus de soins. On va d'abord tenter la négociation, la collaboration, l'entraide. On va mettre les atouts en avant. Si ça ne marche pas, il faut que votre priorité, ça devienne la leur. Et il n'y a pas tellement d'autres choix que de faire du forcing, malheureusement. Parce que là encore, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas s'occuper de votre patient, c'est que les moyens ne suivent pas. Vous ne pouvez pas mettre 40 patients dans une unité qui en accueille 20. Ce n'est pas possible. Mais je comprends. Tout à fait. Et tout est une question de responsabilité de nos jours, vous savez. C'est un peu comme ça. C'est triste de finir là-dessus. Mon Dieu. Là, on va finir sur une question plus gaie, mon Dieu, parce que là, j'ai pas de solution. J'ai pas de solution. N'est-ce pas risqué de prendre un étudiant en stage si en tant qu'IDEL, je prends en charge des patients avec des troubles psychiatriques qui seraient potentiellement agressifs? Non, c'est absolument pas dangereux. Un patient psy n'est pas forcément agressif, ni potentiellement agressif. Il ne l'est que si vous rentrez dans sa zone et que ça l'agresse. Donc voilà, de toute façon, les premières fois vous allez voir un patient et sans doute les fois d'après, vous restez à la porte et vous prévenez le patient. Si vous arrivez avec un inconnu et que l'inconnu déboule dans son salon, là c'est gênant. Si vous prévenez le patient avant que l'infirmier, que l'étudiant vous l'avez présenté, qu'il reste de l'autre côté de la porte pour la première fois, pour la deuxième fois, pour la troisième fois, il n'y a aucun risque. D'ailleurs, je vous invite puisque vous parlez d'étudiants infirmiers, je vous invite si vous souhaitez en savoir plus sur le tutorat infirmier, la prise en charge à NDPC de cette formation de 28 heures et répondre à des interrogations que vous pourriez avoir sur le nouveau référentiel, je vous invite à vous connecter, à vous inscrire à la webconférence qui aura lieu jeudi
4 mars de 15h à 16h sur le tutorat infirmier justement, où j'espère que vous aurez davantage de réponses sur ces fameux étudiants et comment vous pouvez les tutorer. Voilà, bah écoutez, il est 11h, cette conférence est maintenant finie. J'espère avoir pu répondre à certaines de vos questions ou de vos questionnements et je vous remercie d'avoir été présent. Je vous souhaite une bonne journée.